Le grand mouvement du siècle. Quels enjeux pour la mobilité de demain? Ubérisation des transports, plateformisation des services, exploitation du patrimoine de data. Pour répondre à ces questions, nous accueillons un architecte et urbaniste. Jean Mérat, vous dirigez ce cabinet-là. Vous avez un profil atypique, je disais, vous étiez tourneur-fraiseur, photographe, puis vous avez décidé de devenir architecte, urbaniste. Ce parcours atypique, ce parcours riche, ça fait de vous quelqu'un d'aguerri en la matière pour nous parler un petit peu de ce changement de paysage urbain. Ah, parce que... C'est bon. Oui. Non. Alors le problème, oui, j'ai un parcours atypique, c'est vrai. J'ai commencé ma carrière, je dirais, professionnelle dans la métallurgie à l'Alstom, pour ne pas la nommer, donc au moment où les ingénieurs imaginaient le TGV, donc c'est à cette époque-là, il y avait une cellule qui était appropriée sur le TGV. Et qui était vous demandez peut-être de parler un petit peu plus fort pour ces eux qui sont dans la salle. Et donc, c'est une période assez dense. J'ai compris ce que c'était à ce moment-là, ce que la production d'énergie, puisque j'ai travaillé, j'ai fait des aubes de turbines, et après j'ai monté des stators et des rotors, donc je sais exactement ce que c'est que la fabrication de l'énergie. Ça, j'avais compris. Donc voilà, c'est une période de la vie, métallurgie. Après l'écologie, c'est vrai. Pourquoi? Parce que j'ai été très intéressé militant vers l'écologie, militant actif, c'est vrai. Du coup, j'ai fait beaucoup de chasse photo, beaucoup de photographies, qui a tourné après au cinéma, et j'allais le présenter dans les écoles, ce qui m'a permis un petit peu de sortir de, on va dire, de la métallurgie. Du coup, après, j'ai fait une école Alors sans revenir sur tout le parcours, hein, mais c'est pour dire qu'effectivement, vous êtes un fin esthète qui se projette effectivement dans cette cité de demain. Exactement, et là, la vision de l'urbaniste, pour moi, est importante. C'est pour ça que j'ai fait architecture et j'ai fait surtout urbaniste après, parce que c'est une vision qu'on doit avoir, et c'est une mise en scène, c'est le metteur en scène de la vie quotidienne. Donc au jour d'aujourd'hui, oui, il est vrai, surtout avec le débat qu'on vient d'avoir avant, on voit les problématiques qui se passent. David Leborgne, bonjour. Vous représentez la SNCF et vous êtes en charge des questions digitales. La SNCF, c'est un immense réseau ferroviaire. Et vous êtes vous vous occupez des questions digitales. Racontez-nous un petit peu ce qu'est votre rôle au quotidien à la SNCF. Alors il est très large. Pour faire un lien avec l'actualité d'aujourd'hui, mon job avec les équipes, c'est de créer la mobilité de demain, et d'après-demain, et celle encore après-demain, je pense qu'on va en parler. Donc c'est de profiter des assets industriels qui sont juste gigantesques de la SNCF, pour aller développer, on va parler de plateforme, donc dont vient une entreprise de service égale plateforme. On est en train de créer, Rachel Picard l'a rappelé juste avant, l'assistant personnel de mobilité, où on devient intégrateur de toutes les mobilités. On devient un acteur essentiel parce que service public également, besoin d'irriguer la mobilité des citoyens urbains, périurbains, et rural. Donc on a besoin de nos partenaires parce qu'on est en train de transformer la ville. Les gares deviennent des city boosters, des endroits où il y a de plus en plus de vie, d'activité, pour mieux irriguer la mobilité auprès de l'ensemble des citoyens. Et on a besoin de gens qui ont des idées nouvelles, comme Thibaut Fèvre pour vous, Spark. En fait, vous avez eu l'idée suivante, c'est de proposer des bornes, rechargement électrique pour les voitures électriques, puisque vous partiez du constat que les villes en France ne proposent pas de bornes, et vous leur proposez cette solution gratuitement. Exactement. Alors, il y a des bornes de recharge pour véhicules électriques en France. Aujourd'hui, on a surtout un problème d'infrastructure qui constitue un frein à une adoption plus large de la voiture électrique en Europe. Et ce problème d'infrastructure, c'est avant tout un problème de modèle économique, de modèle de financement. Aujourd'hui, financer l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques, ça coûte extrêmement cher et ça ne rapporte pas d'argent. Donc il y a ce premier frein. Et ensuite, il y a un frein lié à l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, utiliser un réseau de bornes de recharge pour voitures électriques, si vous n'êtes pas préenregistré au préalable, vous ne pourriez pas y accéder car la plupart des réseaux sont propriétaires. Et ensuite, il y a une réalité
liée à la recharge de véhicules électriques aujourd'hui, qui est que le temps de charge est aujourd'hui très long. Aujourd'hui, vous faites un plein d'essence en 5 minutes. Le plein d'une voiture électrique, il ne sera pas de 5 minutes avant un moment. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on fait avec Spark Horizon, c'est on développe un réseau de bornes de recharge pour voitures électriques qui est gratuit, universel et sponsorisé par de la publicité. Dans le but, en fait, de créer un écosystème qui soit viable et vertueux pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. Alors, dans la table précédente, on a présenté les mobilités de demain en partie. On pense à la SNCF, on pense au train, on pense à l'Hyperloop et on pense forcément à l'urbanisme qui va être bouleversé, puisque vous, votre mission de service public, c'est avant tout de mailler le territoire, c'est de rapprocher les zones. L'Hyperloop dans tout ça, où en sommes-nous du côté de la SNCF, David? Alors, on a pris des participations dans Hyperloop One. C'est ce qui est fantastique. Ce qui bouleverse un peu les habitudes, c'est complètement open source. Donc là, c'est l'intelligence collective qui est en train de construire le service. Nous, ce qu'on y voit, bien sûr, c'est déjà notre expérience de gérer le mass transit, d'emmener les personnes sur le lieu qui va les transporter à la vitesse hypersonique pour peut-être arriver à Nice en 50 minutes demain. Voilà, on est passé, aujourd'hui, cette année, on a 80 ans, on est passé du véhicule, du train à vapeur au train électrique, au train grande vitesse. Bien entendu, l'avenir demain, c'est le train à très grande vitesse. On a pris des participations, mais attention, on est en train de se projeter sur un avenir qui est encore assez lointain. Le business model est en train d'être réfléchi par un grand nombre d'acteurs. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de regarder quand même la réalité, ne pas être hors sol, regarder la problématique de nos clients, qui sont la mobilité du quotidien, une meilleure irrigation, et surtout pour créer le premier et le dernier kilomètre, sur lequel on doit intégrer toutes ces nouvelles mobilités qui sont en train d'arriver. C'est pour ça qu'on a développé la plateforme, l'application SNCF, qui est en train de devenir et d'agréger l'ensemble de ces services et qui va, grâce à l'intelligence artificielle, à la prédiction, vous apporter une mobilité contextualisée qui va s'enrichir au quotidien. Ça, c'est une réalité de maintenant, dans les années à venir, et en se projetant, bien entendu, dans le dispositif, le portfolio Hyperloop et pourquoi pas aussi les véhicules volants. Jean, le transport, il aménage le territoire? Tout à fait. Alors moi je pense qu'on a parlé beaucoup de mobilité avant et on en parle encore ici sur les processus et les systèmes. Moi je dis il faut qu'on prenne ça comme pas comme un prétexte, mais comme un postulat. Tout se développe, on le voit, donc il n'y a pas besoin l'ingénierie existe, les recherches se font, les créations se font, que ce soit sous terre, que ce soit au niveau zéro, que ce soit, et sous terre il y a plusieurs niveaux déjà, au niveau zéro aussi, que ce soit en hauteur, que ce soit dans l'air, et on peut aller jusqu'à Mars. Donc toute cette réflexion, en passant par la vitesse, on sait très bien que maintenant on va pouvoir faire propre, on va pouvoir faire rapide, on va pouvoir donc. Pour moi, la mobilité, on arrivera à la faire juste si on arrive à remettre l'homme au centre de la mobilité. Ça, c'est un point important qui fait qu'il me semble très important en tant qu'urbaniste de réfléchir sur le niveau zéro, puisque c'est le niveau référent. Pour aller au sous-sol, on passe par le zéro. Pour aller sur la mer, on passe par le zéro. Pour aller en l'air, on passe par le zéro. Donc la réflexion, elle est là. Je me permets de vous dire, vous dites qu'effectivement, il faut replacer l'homme au centre de la mobilité. On observe maintenant, aujourd'hui, dans les villes moyennes en France, qu'un phénomène d'urbanisation périphérique qui fait qu'on délaisse les centres-villes pour les périphéries. Les territoires sont extensibles. Que va-t-il se passer? On l'a vu d'ailleurs. Alors vous avez participé d'ailleurs au projet de tramway à Strasbourg. Vous avez remarqué qu'effectivement, quand je disais que le transport aménageait le territoire, c'est que vous avez créé de nouvelles zones attractives. Oui. Dites-nous un petit peu, parlez-nous de cette expérience-là. L'expérience du tramway, c'est une des premières expériences urbanistiques, on va dire. Le tramway est un outil d'urbanisme. On l'a découvert au départ à la fabrication des lignes. On a relié les périphéries au centre-ville. Les gens ne pouvaient pas venir, maintenant ils peuvent venir. Donc c'est un outil social aussi, pas seulement urbain. Ça a permis en même temps de requalifier la ville. Ça a permis de requalifier les ponts, les places, l'ensemble où ça passe. Donc quand il est au niveau zéro, on requalifie forcément le niveau urbain. Et là, actuellement, la mobilité aussi et les outils de mobilité vont certainement pouvoir, et il faut se servir de pas ce prétexte, mais de cette évidence,
pour pouvoir requalifier le niveau zéro. Et un des lieux les plus importants, on sait très bien qu'à un moment donné, on aura des tuyaux un peu plus réduits, on va dire, de flux. Donc, parce qu'actuellement, on a 4 voies, 5 voies, 2 voies, peu importe. On en aura plus que 2 à un moment donné. Et on va donner des aires, on va dire, de partage aux piétons beaucoup plus grands. On parle d'aires de partage, on fait le parallèle forcément, Thibaut, avec votre service. Il va falloir l'aménager, ce territoire. Il va falloir créer un usage ex nihilo parce que c'est bien de pouvoir charger sa voiture, mais encore faut-il s'occuper, encore faut-il prévoir des espaces. Où en êtes-vous du côté de votre offre? Exactement. Donc pour nous, le but, c'est d'associer le temps de charge à un temps utile. Donc, un temps utile pour faire ses courses, un temps utile pour prendre un café, aller au restaurant ou au cinéma. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on vise prioritairement en termes de partenaires, ce sont des foncières dites commerciales ou publiques, mais où il y a un tissu économique autour qui va permettre justement de pouvoir drainer du trafic vers ces commerçants, par exemple, et de pouvoir proposer une activité qui ait une réelle valeur à l'utilisateur de voitures électriques pendant son temps de charge. En gros, on va peut-être pouvoir désengorger les villes. On parle de les rapprocher, également de les engorger, c'est ça, David? Voilà, ça, je voulais venir. Oui. Merci de me tendre la perche, parce qu'on a un ennemi commun, c'est l'autosolisme. L'autosolisme, pour rappel, c'est l'usage individuel de la voiture individuelle. C'est aujourd'hui 80% de part de marché, mais c'est responsable aujourd'hui de la thrombose des villes quand même. Et je pense qu'on est tous en train de réfléchir collectivement à désengorger nos villes. Donc notre responsabilité, nous, c'est d'apporter une intermodalité pour redonner effectivement de l'attractivité à l'ensemble des territoires et ne pas avoir une concentration économique uniquement dans l'hypercentre-ville, parce que l'usage de la voiture aujourd'hui est très coûteux. Pour rappel, c'est en moyenne 1 mois de salaire pour être inutilisé 95% du temps. Et le transport routier est responsable de 40 à 70% des émissions de particules fines. Un parc auto de 39 millions de véhicules aussi, on peut dire. Je ne cache pas que voilà, pour pallier à cela, eh bien, le train est une des composantes de notre offre. L'intermodalité et l'agrégation des services pour apporter une expérience aussi remarquable. Si la voiture est utilisée à 90% du temps, c'est qu'il y a une expérience qui est assez remarquable. Mais aujourd'hui, dans les villes, ça crée vraiment un problème de congestion. Donc on est en train justement d'assembler les modalités, d'assembler les énergéticiens, d'assembler les urbanistes pour créer une vie beaucoup plus agréable. Je pense qu'on va réussir, puisqu'on a déjà, avec le TGV, rendu la France beaucoup plus petite. Et donc, dans un monde qui a besoin de connectivité en permanence, on est capable aujourd'hui, avec le Wi-Fi qui est disponible partout dans les TGV, de remettre de l'économie dans les territoires, de transformer, grâce aux urbanistes et à nos gares, des zones d'activité qui vont être beaucoup plus attractives, pour mieux mailler et permettre... Ça, c'est pour la France, mais par exemple, quand on parle de l'Hyperloop, on en parlait précédemment, c'est déjà le cas dans certains pays, notamment en Chine, c'est parce que les infrastructures n'existent pas, donc, ou dans les Émirats, donc voilà, ils vont directement vers cette technologie-là. Oui, enfin, entre autres. Oui, entre autres. Ils y vont parce que aujourd'hui, la vitesse, l'immédiateté est on s'était dit dans la table précédente, soyons concentrés sur les besoins de l'utilisateur. Bien sûr. Organisons la production autour de cela. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec la France, on a quand même à créer. Soyons fiers de ce qui a été créé avec la SNCF et le TGV. Nous sommes des champions. On peut le dire. Voilà, soyons fiers de cela pour qu'on puisse reproduire, en fait, intégrer un modèle mieux maillé et puis l'exporter plus facilement. Si la Hyperloop en fait partie demain, tant mieux. Jean, désengorger les villes, pour vous, en tant qu'urbaniste, c'est un leitmotiv. Une évidence. Actuellement, tout ce qui est mobilité stresse l'homme, que ce soit le taxi, même le train, même l'avion ou quoi que ce soit. On est stressé de l'heure, du temps, pourquoi, comment. Il faudrait arriver à faire de la mobilité, oublier la mobilité. Lorsqu'on est dans un transport, oublier qu'on est en train d'aller d'un point A à un point B, qu'on soit à 10 à l'heure ou à 1000 à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui c'est, à mon avis, intéressant. Évidemment, les villes, actuellement, on ne respire plus.
l'homme est le miroir ou la ville est le miroir de la pensée de l'homme, à partir de là, la ville ne respire plus. Il faut la faire respirer. Donc c'est pour ça, la réflexion du niveau zéro est très importante. On pourra réfléchir sur les rez-de-chaussée des immeubles. On pourra aussi imaginer des respirations. On n'est pas obligé d'aligner quand même tout le temps les façades. Ça, c'est l'urbanisme. Et on pourra requalifier les rez-de-chaussée. Après, on sait très bien que les voitures, on les garera peut-être plus de la même manière. Elles iront toutes seules au sous-sol. Donc on n'est plus dans la même démarche, dans la même logique. Je pense qu'il faut qu'on est en transition. Alors on parle d'hybride, c'est vrai. C'est compliqué pour nous par rapport aussi aux constructeurs d'imposer des directions parce qu'on est en pleine période de transition. Mais demain, si on garde des voitures les unes à côté des autres, on n'aura plus la même trame de construction. Elle ne veut plus rien dire, cette trame de construction de 2,50 m ou autre, ou 2,70 m. Donc ça, c'est dur de le faire maintenant, mais on devrait déjà le faire, mais ça ne se fait encore pas. On est seulement dans les hauteurs. Donc toute cette respiration, on doit déjà l'enclencher. Il faut, à mon avis, sensibiliser tous les acteurs, c'est vrai. Alors les acteurs SNCF ou autres, vous êtes bien placés, vous le savez, et vous nous aidez, ça c'est vrai. Et évidemment, on pourra mailler correctement, on pourra refaire respirer la ville de cette manière-là, ça c'est sûr. Après, je pense qu'on peut peut-être aller plus loin dans les fonctions, c'est-à-dire est-ce qu'un véhicule, c'est même connecté ou pas, ce sera toujours connecté, est-ce que c'est une fonction ou est-ce que c'est un élément de transport ? On peut imaginer dire je prends un service de réunion, un service d'une fonction, d'une pièce du logement qu'on déporte sur la mobilité. Et à partir de là, on pourra compléter. On n'a pas pris son petit déjeuner le matin, j'en sais rien. On prend une fonction petit déjeuner, on veut faire du sport, on peut. On pourrait très bien aussi avoir... Véhicule autonome. Il est autonome complètement, puisqu'il n'y a plus de chauffeur, etc. On n'a pas de raison d'être... Pour vous, le transport, c'est une fonction. Il faut que ça devienne maintenant un prétexte. Ça devient, quelque chose de supplémentaire. Voilà. Ça devient un confort. Et il faut que ça fasse en plus quelque chose. Si ça ne fait pas en plus quelque chose... C'est du temps disponible qu'effectivement qu'on n'occupait pas. Hein. C'est du temps perdu pour le moment. Voilà. C'est pour ça qu'on dit on va de plus en plus vite, mais c'est quand même du temps perdu. Donc autant en faire autre chose. Donc autant imaginer ces transports comme étant une fonction, même si la personne n'a pas dormi, elle dort dedans, j'en sais rien, mais que ce soit une vraie fonction. On peut très bien dire à l'intérieur, je vais dire peut-être une bêtise, mais on met des scanners dedans, comme ça tout le monde se fait scanner en même temps, et on sait s'il y a des tumeurs ou pas. Et ça c'est prévoyant par rapport à la santé. Pourquoi pas? J'en sais rien. On doit être visionnaire, nous. Nous, on doit être visionnaire. Vous êtes très pragmatique et visionnaire en même temps, donc c'est normal. Mais nous, on doit être visionnaire avant tout. Et on prend tout cela comme un acquis. Replacer l'homme au cœur de la cité de demain, c'est l'enjeu. Alors, je suis désolé, je vais être un petit peu terre à terre, chers amis. Le véhicule électrique, finalement le futur, parce que l'enjeu, c'est le déploiement du véhicule électrique, avant peut-être du véhicule autonome. Thibaut, pour Spark, le développement du véhicule électrique, c'est, on va dire, la condition de la réussite de votre société. À l'heure actuelle, il n'y a que 100 000 véhicules électriques en France. Comment voyez-vous l'horizon, j'imagine, optimiste pour vous, encore que le constat, le mien, est pessimiste. 100 000 véhicules électriques roulent en France. 39 millions de voitures. Comment on fait pour développer, ne serait-ce que l'électrique, avant de développer le véhicule autonome? Justement, c'est pour ça qu'on est là. On est là pour favoriser justement ce développement de l'électrique en installant une infrastructure dédiée qui soit gratuite et simple d'utilisation. On parlait de replacer l'homme au centre de la ville. Je crois qu'il y avait un architecte britannique dans les années 60 qui avait imaginé une ville Motopia, où justement le biologique était complètement séparé du mécanique. Je ne sais pas si on se dirigera vers ça, mais l'électrique et ensuite la voiture autonome. Il faut qu'il y ait des politiques publiques en ce sens. Ce que vous dites, c'est que pour l'instant, le frein électrique, c'est parce qu'il n'y a pas assez de bornes. Exactement. Après, la croissance, elle est là. Aujourd'hui, il y a le véhicule électrique en termes de vente, c'est 60% de croissance annuelle, et on estime que d'ici 2025, 30% des véhicules vendus seront électriques. Mais derrière, pour répondre à ce besoin, il va falloir installer des infrastructures. On estime que d'ici 2025, il faudra installer 1 million de bornes
de recharge pour véhicules électriques dans l'espace public en Europe. Alors avant de parler de l'hyper-plateformisation, forcément, qui est un enjeu dans la mobilité de demain, on se rend compte également, il y a encore un siècle, souvenez-vous, c'était le tramway dans les villes. Il a été abandonné après la Seconde Guerre parce qu'il a fallu proposer et produire des véhicules pour tous, voitures pour tous. Le tramway est revenu. Que va-t-il s'opposer? On n'est pas finalement face à des cycles, David? Ce qu'on constate en tout cas, c'est que à nouveau, le véhicule individuel, c'est devenu pénible. Donc les constructeurs essayent d'apporter la meilleure expérience pour en faire pas seulement un véhicule à conduire, mais demain autonome, il va apporter beaucoup plus de services à l'intérieur, et tant mieux. Mais les jeunes ne veulent plus passer leur permis. Ils disent demain, je n'ai pas besoin de conduire, j'ai toute la mobilité qui est disponible. Donc à nouveau, remettons le citoyen au cœur. Je pense que les demandes qui nous sont faites, c'est d'améliorer l'expérience de multimodalité pour aller faire du door-to-door avec une expérience qui soit riche, confortable, de qualité, qui fasse appel aujourd'hui, les GAFA arrivent et utilisent très fortement la data pour aller faire du prédictif. Ils le font très bien en collectant les données. Nous, on a des assets industriels. On a déjà tout le portfolio d'infrastructures. Vous parlez de door-to-door parce que vous, l'enjeu en tant que transporteur, c'est également aller chercher l'usager chez lui. Et c'est ce qu'on va évoquer tout à l'heure avec la RATP, c'est-à-dire aller le chercher carrément dehors la porte. Ben, c'est ce qu'ils souhaitent aujourd'hui. C'est déjà disponible. Avec, je pense que Uber a un peu révolutionné le transport en permettant, avec un simple clic sur son smartphone, d'avoir une voiture qui arrive devant chez vous, qui vous emmène. Ça a transformé les usages. On parle aussi, mais là, on est bien dans le transport collectif, qui est une véritable tendance. À nous d'en améliorer la qualité parce que c'est une véritable besoin. Je répète, on parle souvent du cœur de ville. N'oublions pas la promesse pour ceux qui sont dans la salle, qui habitent en province, dans un monde plus rural, qui ont un Français sur 4 à refuser son offre d'emploi ou de formation parce qu'il ne pouvait pas s'y rendre. C'est, de notre point de vue, service public, inacceptable. Donc nous travaillons pour... Et là, on a parlé juste dans la séquence d'avant de partenariat. Bien entendu qu'on ne fera pas tout seul. On intègre des startups qui viennent nous apporter de l'innovation rapide. On intègre les constructeurs automobiles, on intègre les énergéticiens pour en fait agréger l'ensemble de ces services et proposer, à l'heure du smartphone, demain d'un simple clic, un door-to-door qui se corresponde à votre souhait. Si vous êtes en famille, si vous êtes seul, si vous êtes avec vos petits-enfants, des poussettes, des grands bagages, qu'on soit capable de s'adapter par rapport à cela pour que ce soit un usage naturel, qualitatif, respirable, durable, avant de parler d'Hyperloop qui vous emmènera encore plus vite sur votre point de destination. Jean, vous parlez du tramway il y a encore 100 ans, c'était le transport à la mode. On l'a délaissé après la Seconde Guerre pour la voiture pour tous. Pour le refaire. Regardez, on voit Paris d'ailleurs, ce qui est devenu le tramway, c'est exceptionnel. Pour le mettre en place, c'est vrai, on l'a abandonné et on l'a refait. Strasbourg, on est un exemple parfait, c'est vrai. Il y avait des tramways, ils ont disparu. Il y a eu les trolleybus. Après, maintenant, le tramway. Je pense que tout ce qui est connecté va calmer un peu le tramway aussi, parce que le tramway, ça coûte cher. Donc, je ne sais pas si ça va continuer à se développer tel que ça se développe actuellement. Pour les villes de province, c'est bon parce que ça fonctionne bien, je pense, parce qu'il n'y a pas de métro, donc c'est l'outil parfait. Et encore, il y a d'autres possibilités. Pour les villes, pour Paris, je ne sais pas si c'est quelque chose qui perdurera dans le développement. C'est très bien, c'est vrai, ça qualifie, mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourra aller beaucoup plus loin, surtout avec les voitures connectées, si on est chercher chez nous. Par rapport à ce que disait tout à l'heure David, donc, il y a quelque chose qui est important, c'est bien de venir se faire chercher devant la porte, il est vrai, mais ce serait aussi bien d'avoir des services qu'on va chercher où on veut. Pourquoi ? Parce que ça permettrait aussi aux gens de marcher un peu. L'homme au centre des dispositifs, mais l'homme qui marche. Et de toute façon, c'est très bien que l'homme qui ne marche pas, on dit à tout le monde qu'il faut faire 30 minutes de marche par jour. Alors à partir de là, on frappe là. Est-ce qu'on ne pourrait pas réactiver, si on a plus d'air, de surface au sol, pour... comment dire, avec tous les trucs connectés. Est-ce qu'un jour, il y a encore des trottoirs? Est-ce qu'il y aura encore des bordures? Est-ce que les véhicules connectés détecteront pas les piétons ou autres? Est-ce que tout le monde ne bougera pas en même temps? Ce serait intéressant qu'on ait justement cette marche active. Alors, on va poser la question à Thibault. La plateforme, la data, vous, c'est au cœur de votre service. Il faut développer une plateforme.
Il faut également maîtriser la data. Alors la data, oui, bien sûr, il faut la maîtriser, mais il faut aussi qu'elle reste le plus ouverte possible afin de favoriser l'innovation et le développement de services qui sont au bénéfice de l'utilisateur final. Il faut qu'elle soit ouverte le plus possible, et ça c'est David qui va vous répondre, parce qu'en grande la SNCF, on s'imagine que non, ils refusent de la partager, et on attend votre réponse, mais continuez Thibaut, peut-être, continuez avant d'avoir la réponse de David. Juste, aujourd'hui, la data, lorsqu'elle est stockée et immobile, elle a aucune valeur. Là où elle a vraiment de la valeur, c'est lorsqu'elle est mobile et échangée, afin justement de favoriser la création de différents services intermodaux. David ? Oui, alors effectivement, il faut qu'elle soit, pour aller plus loin, quand je dis qu'elle doit être partagée. Notre mission de service public, aujourd'hui, en open data, on est le plus gros contributeur en fournissant 207 de data disponibles, qui nous a permis de connecter à peu près 5800 startups sur l'API SNCF. C'est 40 ou 70 développeurs nouveaux chaque semaine qui viennent apporter des nouveaux services. Ça, on le sait parce que je l'ai dit, on ne peut pas faire tout seul. Donc, bénéficier de l'innovation en ouvrant finalement le patrimoine à l'extérieur, pas la recette du Coca-Cola, bien entendu, mais des données qui vont être utiles à partager. C'est d'ailleurs, si vous interrogez, l'intérêt de l'annonce qui a été faite avec Transdev et RATP, ce puits de données partagées, c'est absolument essentiel parce que, aussi gros soit-on à SNCF, on n'opère pas partout. En partageant les données avec RATP et Transdev, dans la promesse du door-to-door, c'est une meilleure capacité de récupérer les inventaires des uns et des autres pour développer une plateforme ergonomique, utile, qui correspond aux besoins de l'utilisateur pour tenir la promesse. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'il est plus important de parfois offrir l'offre du concurrent quand on n'opère pas sur cet endroit, ou quand on a un incident, ce qui nous arrive sur le lieu où on opère, plutôt que de laisser le client partir sur d'autres plateformes et d'avoir une expérience qui soit... c'est l'ancienne Google qui parle. C'est l'ancienne Google qui parle. C'est ce que j'ai appris chez Google et j'essaie de le tenir. C'est focus sur user et le reste suivra. Je pense que c'est un bon principe. Mes amis de Google sont là. Voilà, ça je le retiens. Par contre, je me méfie aussi de mon ancien employeur qui a un appétit féroce sur... la désintermédiation de boîtes industrielles pour aller gérer la distribution, hors de question, bien entendu. On est intelligent, on peut le faire, on s'inspire de cette tendance pour nous apporter une expérience qu'on souhaite remarquable. Maintenant, en étant un octogénaire industriel ferroviaire qui base tout sur la sécurité, bien entendu, on ne va pas à la vitesse des GAFA et des nouveaux qui arrivent, mais en tout cas, c'est un excellent guide pour nous, c'est une excellente stimulation pour proposer des services innovants et qualitatifs à nos clients. Data, plateforme, on l'a compris, Jean, votre position par rapport à ça, c'est un peu éloigné de votre domaine? C'est un peu éloigné, moi ça me parle par rapport au projet Connex peut-être, plutôt, et où je pense que la connexion des gares ou des projets Connex par rapport au métro express, actuellement, ils sont faits un certain nombre, il est vrai. Je pense que la connexion ne peut pas être que sur le projet Connex, et c'est là où il y a une réflexion à faire aussi. C'est, à mon sens, sur l'ensemble du territoire qu'il faut avoir cette réflexion. C'est éloigné sans l'être, parce qu'avoir de l'information sur l'usager, en même temps, c'est utile pour imaginer la cité de demain pour vous. Tout à fait. Non, mais je n'ai pas dit que c'était... Oui, on en prend en compte, évidemment. On est obligé d'en tenir compte. Et on va même plus loin, c'est-à-dire qu'on le prend, comme je disais tout à l'heure, comme quelque chose d'acquis. Sinon, on ne peut pas faire une vision juste. Par rapport aux voitures électriques qui ne se développent pas, la transition qui se passe par rapport à la voiture qui est demandée, on va dire intelligente, entre guillemets, mais elle l'est, oui, bien sûr. Si on prend l'iPhone qui a été une proposition d'un industriel qui est arrivé sur le marché, et tout le monde, le smartphone, tout le monde l'a pris après. Actuellement, je trouve... et je sens, moi, par rapport aux hommes et aux clients et par rapport à la population, c'est la population qui demande. C'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est eux qui demandent et qui vous demandent rapidement de mettre tout ça ad hoc. Et c'est pour ça que je dis, moi, je vois pas, il n'y a pas d'obstacle, à mon sens, pour que ça se développe.
C'est une demande. Alors c'est vrai que tout ça devrait être peut-être plus précisé par on va dire le gouvernement ou autre, mais il faut légiférer et faire foncer tout cela, je pense. Thibaut a peut-être un mot à dire et puis après on passe aux questions. Alors, certes, il y a une demande. Après, il y a aussi des industriels qui sont impliqués justement dans ce développement. Et notamment, moi, je pense à Tesla, qui a été un énorme coup d'accélérateur justement dans le domaine de l'électrique. Et bon, alors certes, Renault-Nissan était très en avance également en France, mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que tous les constructeurs automobiles suivent Tesla. Le PDG Tesla est un visionnaire, il se positionne actuellement aussi sur le projet d'Hyperloop aux États-Unis. Une petite minute pour les questions. On va en prendre ici parmi vous qui êtes ici, chers amis du public. Avez-vous des questions à nous poser? Ou vous qui nous suivez en streaming sur le site de la Madi Keynote, vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions avec le hashtag MK2018. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, monsieur, alors, ou madame, je ne sais pas, je ne vois pas. Madame, on va peut-être, s'il vous plaît, faire passer un micro pour que l'on puisse vous entendre. Bonjour, c'est une question pour Thibaut. Je me demandais pour les bornes dont vous avez parlé, de recharge, vous aviez dit qu'un des enjeux c'était d'améliorer le chargement et surtout la vitesse. Je me demandais s'il y avait une façon pour vous de travailler peut-être en collaboration, en partenariat avec des entreprises qui font les voitures et donc les batteries, ou au moins qui utilisent les batteries, pour développer une sorte d'âge-charge, si on peut appeler ça comme ça, pour un chargement rapide et améliorer le processus et rendre ça beaucoup plus universel. Parce que je suppose qu'actuellement, c'est long. Je ne me rends pas compte encore de combien ça met pour recharger une voiture, mais je suppose que c'est long. Alors, nous, on est bien sûr tout à fait ouverts aux partenariats technologiques et on collabore d'ailleurs avec différentes entreprises dans ce secteur. Ensuite, d'un côté, on a les constructeurs automobiles qui développent en effet l'autonomie des voitures, donc qui vont se concentrer sur la batterie. Et ensuite, de l'autre côté, on va avoir des constructeurs d'infrastructures qui, eux, vont plus se concentrer sur la vitesse de charge. Après, nous, aujourd'hui, on est sur un positionnement d'habitude de recharge, dite de top-off, où en fait, on va permettre à l'utilisateur de recharger sa voiture par petits bouts. À l'opposé, on va avoir des bornes de recharge sur autoroute qui vont, elles, permettre de recharger extrêmement rapidement la voiture, mais qui répondent à un autre type de besoin. Et à l'autre extrémité du spectre, on va avoir des bornes de recharge dites lentes qui sont plus destinées à de la recharge pendant qu'on dort, donc à la maison, ou pendant qu'on travaille sur le lieu de travail. Nous, on se situe vraiment au milieu de ce spectre. Après, voilà, on est ouvert, bien sûr, à la collaboration technologique. Une autre question dans le public. Monsieur, ici, présent devant. Levez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, vous avez parlé de la marche, du train, des voitures. Vous n'avez pas parlé du vélo. Alors c'est très pratique parce que moi, en vélo électrique, je vais aussi vite que le tramway pour faire 5 km. Je suis venu de Lille ce matin, j'aurais bien aimé venir en train et mettre mon vélo dans le wagon. Or, c'est pas très pratique avec la SNCF. Donc je suis intéressé par la vision de la SNCF sur le sujet et également votre vision sur le vélo. Moi, j'aimerais bien avoir des autoroutes de vélo pour aller plus vite et être en bonne santé. Excellent point. Donc, agrégateur de mobilité, de toutes les mobilités, c'est bien sûr pour les villes du vélo. Vous avez vu qu'il est en train de... Moi, je reviens du CES de Las Vegas. On va voir des objets roulants se développer dans les villes, juste incroyables. Donc, le vélo se développe fortement, devient de plus en plus accessible, pratique, permet aujourd'hui, tant qu'on appelle véhicule autonome, de faire du premier dernier kilomètre de plus en plus qualitatif. Pour répondre aux enjeux de santé, c'est excellent de faire du vélo. Donc démarrer sa journée pour aller au boulot en vélo et repartir le soir en vélo, c'est excellent. Dans notre proposition, c'est déjà disponible sur l'application SNCF, où vous pouvez
avoir un service de vélo, les Vélib à Paris. On a des partenaires qui sont l'ensemble des autorités organisatrices, des collectivités territoriales, si vous préférez, avec lesquelles nous tissons des partenariats pour aller intégrer les offres qui sont déjà disponibles partout. Notre ambition, c'est de faire une plateforme qui va répondre à votre besoin. Vous voulez faire du vélo, certains voudraient faire la trottinette, d'autres le feront en voiture partagée, en VTC, en covoiturage, bref, peu importe. Ce qu'il faut, c'est on soit capable d'agréger l'ensemble des services et pas que les nôtres pour que ce soit une expérience remarquable pour vous. Évidemment, quand on parle de mode de mobilité, on parle tout mode. Mode doux et mode plus rapide. Le vélo y est un temps intégré. Si on prend un boulevard, on peut avoir tout ce qui est plus rapide au milieu, et plus ça va sur les immeubles, plus c'est doux, et on est au piéton. Évidemment, le vélo, je parle de Strasbourg encore une fois, parce que le vélo, il y a deux types de vélos. Il y a le promeneur à vélo, et puis il y a le promeneur peut-être comme vous, qui va aller très vite. Donc sur Strasbourg, on a développé deux types de pistes. Les pistes rapides et les pistes pour les promeneurs. Et c'est très bien parce que ça permet justement aux gens qui vont à vélo, et j'en fais beaucoup, qui vont à vélo au boulot, de prendre des pistes rapides. Et après c'est les intermodes. Après, tout doit être possible. Merci Jean, je suis navré, mais le temps est parti, ça y est, on va bien. Vous remercie en tout cas d'avoir partagé vos connaissances, d'avoir partagé ces projections. Merci Jean, merci David, merci Thibaut, vous pouvez les applaudir bien entendu. Merci d'avoir bien partagé avec vous votre point de vue.